Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Moualim Info. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Moualim Info. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 29 janvier 2024, sur ce 12e numéro de votre émission Approche participative. Notre thématique d'aujourd'hui porte sur les enjeux de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, nous prenons congé de la politique ce soir pour évoquer l'actualité sportive sur le continent africain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tient plutôt du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Nous sommes autour de la table avec M. Ben Ibrahim Sonko qui est notre chroniqueur d'aujourd'hui. Nous sommes aussi en compagnie de Mme Deifatou Gueye, notre journaliste et sportif. Ensuite, avec M. Bekay Cham qui est le directeur de la rédaction de Moualim Info. Et enfin, avec M. Tchoun qui est l'économiste de Moualim Info. Chers participants, avant de passer aux questions, nous allons tout d'abord remercier notre très cher chroniqueur pour sa disponibilité et le laisser faire ses salutations. Bonsoir Madame Fall, bonsoir Madame Deifatou Gueye, votre sportive maison. Bonsoir Monsieur Thioun, bonsoir également à Monsieur Thiam et merci encore une fois pour cette invitation à la prestigieuse émission Approche participative qui aujourd'hui a fini de s'imposer sur la scène médiatique, surtout au niveau de la diaspora. Et je voudrais vous en féliciter encore une fois pour sa tenue, mais également pour le niveau du débat que vous animez avec pertinence. Je vous souhaite pour l'occasion une parfaite adaptation à cette thématique sportive, loin donc des sujets politiques et économiques, mais aussi sociaux sur lesquels vous avez l'habitude de nous entretenir. Je voudrais, avec votre permission, saluer vos auditeurs et auditrices à travers le monde et l'ensemble du personnel de Moualim Info. En cette dynamique, donc avec cette dynamique de victoire des Lions du Sénégal, je profite de cette occasion pour féliciter les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal et tout le staff, en commençant par le coach Alioune Cissé pour sa constance. Puisqu'on parle de sport ce soir, je voudrais rendre hommage, un grand hommage à un très grand sportif qui vient de nous quitter. Je veux nommer Monsieur Roger Tchotché Diédiou, ancien sociétaire de l'ASC HLM Nema de Ziguinchor, mais également de la Linguère de Saint-Louis et aussi de Zig Inter à Ziguinchor. C'est ici l'occasion de présenter mes sincères condoléances à sa famille, mais également à son compagnon de tous les jours, M. Tamsir Ndeki depuis Ziguinchor, qui nous a transmis cette triste nouvelle. À tous mes amis du Sénégal, mais également de la diaspora, qui ne ratent plus cette émission, je leur souhaite une excellente écoute en attendant de recevoir avec plaisir, Madame Fall, vos différentes questions. Merci de vos salutations et de votre préoccupation concernant notre adaptation à cette émission. De ce fait, M. Sonko, nous allons laisser la parole à M. Tchoun. Très chers auditeurs et auditrices de Moualim Info, je suis ravi vraiment de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Approche participative. Cette émission qui a l'habitude vraiment de s'intéresser à l'actualité sociopolitique et économique du Sénégal d'abord, de l'Afrique ensuite et du monde enfin. Avant de me lancer dans le sujet, j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur mes excellents co-animateurs, mais également rendre vraiment un vibrant hommage à notre très cher chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko, qui à chaque fois nous gratifie et nous berne de par ses réponses pertinentes et claires, qui vont vraiment éclairer nos lanternes des questions qui sont posées chaque semaine. Pour ma première intervention, ma première question, j'aimerais vraiment avoir, M. Ben Ibrahim Sonko, votre appréciation générale de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, qui constitue notre thème d'aujourd'hui pour ce numéro. Nous aimerions vraiment avoir votre appréciation de cette compétition-là qui s'organise
chaque année sur le continent africain et qui regroupe toutes les grandes nations de foot, mais également qui, en dehors de l'aspect sportif, également intègre certains aspects, comme par exemple l'aspect culturel qui va faire que l'Afrique dans son intégralité se retrouve pour un moment dans un territoire, mais également à l'aspect économique parce que qui parle vraiment de rassemblement, d'événements, parlera vraiment de retombées économiques sur le territoire d'accueil. Donc, M. Ben Ibrahim Sonko, notre question serait de savoir quelle est votre appréciation générale de cette compétition qui s'organise chaque 2 ans sur le territoire, l'espace continental africain. Rebonsoir, Monsieur Thioune, et merci pour votre question. Alors, pour la petite histoire, il faut rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations est organisée par la Confédération africaine de football, qui a été créée, je veux dire, en 1957 et qui a son siège en Égypte et qui a pour donc mission d'organiser des compétitions et promouvoir, n'est-ce pas, le football en Afrique. Les piliers qui ont donc conduit à la naissance de la Confédération africaine de football ont été érigés hors du continent, n'est-ce pas, pour la petite histoire donc, plus précisément à Lisbonne, au Portugal. C'était en juin 1956. La capitale portugaise accueillait donc le congrès de la FIFA, n'est-ce pas? Et ce sont les 4 nations africaines présentes, à savoir l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, qui ont porté la Confédération africaine sur les fonds baptismaux en profitant, n'est-ce pas, de cette réunion pour discuter des questions d'intérêt sportif commun au continent africain. Après donc le congrès de la FIFA à Lisbonne, les 4 nations ont décidé de se réunir à nouveau. C'était en février 1957 à Khartoum, c'était au Soudan, pour rédiger donc les statuts et discuter, n'est-ce pas, de l'organisation de la première Coupe d'Afrique des Nations. Suite donc à l'adoption de ces statuts, l'Égyptien Abdelaziz Abdallah Salem a été choisi, n'est-ce pas, à l'unanimité pour diriger la Confédération africaine de football comme président devant, n'est-ce pas, autre prétendant. Il devient donc ainsi le premier président de l'histoire de la Confédération africaine de football, un poste qu'il occupa de 1957 à 1958. Ensuite, un autre Égyptien, Abdelaziz Mostafa, n'est-ce pas, lui a succédé. Et lui, il occupa donc ce poste de 1958 à 1968, avant que Abdel Halim Mohamed du Soudan, avant que donc Abdel Mohamed du Soudan prenne les rênes de la CAF, un poste donc qu'il occupa de 1968 à 1972. Après lui, nous avons Tesseman, n'est-ce pas, de l'Éthiopie, qui a occupé ce poste de 1972 à 1987, avant qu'il ne soit succédé par Abdel Halim Mohamed du Soudan, qui revient donc de 1987 à 1988. Ensuite, le Camerounais Issa Hayatou a occupé ce poste de président de la CAF de 1988 à 2017, avant qu'il ne soit succédé par Ahmed Ahmad, n'est-ce pas, le Malgache, de 2017 à 2021. Donc, depuis 2021, le Sud-Africain Patrice Motsepe donc, occupe ce poste de président de la Confédération africaine de football depuis 1921 donc jusqu'à nos jours. Et son adjoint se trouve d'ailleurs être notre compatriote, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Alors, le 10 février 1957, donc, après la tenue de la première Assemblée générale de la Confédération africaine de football, la capitale soudanaise a assisté à la naissance de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition donc inaugurale qui a été remportée par l'Égypte.
Ce sera donc le début d'une aventure exaltante jusqu'à ce jour, avec d'innombrables moments inoubliables qui ont permis, n'est-ce pas, de définir les caractéristiques et les traits associés, n'est-ce pas, au football africain, ainsi que l'émergence de très nombreux talents de footballeurs africains, n'est-ce pas, qui se sont fait connaître à travers cette compétition. Ainsi donc, tous les 2 ans, la Confédération africaine de football choisit un pays pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations sur la base de candidatures, n'est-ce pas, qu'elle reçoit à l'organisation de cet événement sportif porté par des pays organisateurs. Cette année, et pour le compte, n'est-ce pas, de la 22e édition, la Côte d'Ivoire accueille donc le monde du football africain du 13 janvier au 11 février 2024. C'est donc de véritables moments de fête et de communion pour tout un continent aux couleurs de leur équipe nationale. Cet événement, si vous le voulez bien, comme vous l'évoquez dans votre question d'ailleurs, a plusieurs retombées, peut avoir plusieurs retombées, aussi bien des retombées sportives qu'économiques et socioculturelles. Alors, du point de vue économique, par exemple, les retombées sont évidentes quelque part et forcément bénéfiques, car c'est des infrastructures sportives qui sont construites, mais également des infrastructures d'accueil, mais aussi des infrastructures routières qui permettront à terme d'accueillir d'autres compétitions, notamment les championnats d'Afrique d'athlétisme par exemple, et des Jeux olympiques ou des Jeux de la francophonie par exemple, donc que la Côte d'Ivoire d'ailleurs a déjà organisé il y a quelques années de cela. On peut imaginer aussi le développement du commerce avec les consommations que tous les visiteurs vont donc faire une fois sur le territoire ivoirien. Les écoles de football vont sans doute suivre après cette compétition, ce qui permettra de booster le secteur de la formation et les centaines d'emplois qui peuvent se créer, n'est-ce pas, derrière ça, pour l'entretien et la gestion des stades, ce qui pourrait donc créer un certain recul, n'est-ce pas, provoquer un recul du chômage dans ce pays, et donc de la misère, hein, quelque part. C'est donc de l'économie induite à moyen terme, si vous le voulez bien, sans parler de l'aura et du rayonnement international que le pays hôte, la Côte d'Ivoire, pour l'occasion, qui sera donc plus connu de certaines personnes qui viendront visiter ce pays, alors qu'avant la CAN, par exemple, ils n'y sont jamais venus. Le pari est donc forcément gagnant, si vous le voulez bien, vu le nombre d'investissements qui ont été effectués. On parle de 1 milliard d'euros investis et de 1200 milliards de recettes attendues, ne serait-ce sur le secteur hôtelier, sans compter les consommations, comme je l'ai dit, des millions de visiteurs de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, le pays organisateur de cette compétition. Du point de vue socio-culturel, le temps d'1 mois, n'est-ce pas, d'organisation de cette Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire va sans doute être au devant, n'est-ce pas, de l'actualité, donnant certainement une envie de visiter ce pays. N'est-ce pas? La cérémonie d'ouverture, d'ailleurs, est une parfaite illustration de ce beau pays à visiter, avec sa culture et ses traditions aux 1000 couleurs africaines, on peut le dire. Un véritable défi donc économique pour la Côte d'Ivoire qui va donc accueillir le monde du football africain, mais mondial, parce que, encore une fois, la Coupe d'Afrique est un événement majeur pour le continent africain et une opportunité pour les pays organisateurs, n'est-ce pas, de faire connaître la destination du pays, mais également d'avoir des retombées aussi bien économiques, culturelles que sociales. Merci, très cher chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko. Vraiment, merci, comme toujours, de la pertinence et de la clarté des réponses apportées à nos différentes questions, comme j'ai l'habitude de le dire. Et sans plus tarder, je vais directement me lancer à ma deuxième question, qui porte sur le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui est l'hôte de l'événement lors de l'édition de cette année, qui coïncide sportivement avec l'augmentation du nombre d'équipes qui, si je ne me trompe pas, est passé de 16 à 24. Ce qui porte vraiment
les coûts de l'organisation qui seront beaucoup plus élevés que les éditions précédentes, mais également qui va également drainer beaucoup plus de foule, beaucoup plus de monde avec l'augmentation des équipes qui participeront à cette édition. Donc, également, j'aimerais savoir si, par exemple, la CAN de cette année se démarque des autres CAN. Est-ce que la Côte d'Ivoire a réussi le pari de l'organisation? Quelles sont les insuffisances? Quelles sont les avancées? Quels sont vraiment les points forts et les points faibles de l'organisation de cette année, si on sait que c'est pas, par exemple, identique ou même similaire à l'organisation des éditions précédentes, du fait des réformes qui ont été apportées par l'instance dirigeante du football africain pour l'édition de cette année. Merci. Monsieur Thioune, au-delà de la Confédération africaine de football qui désigne le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations et qui a la mission, n'est-ce pas, de veiller à la bonne organisation de cette compétition, le pays organisateur se doit d'investir, n'est-ce pas, sur les infrastructures sportives et structures d'accueil, devant donc servir à une bonne organisation de l'événement sur la base d'un cahier de charges qui est d'ailleurs rigoureusement défini par la Confédération africaine de football, avec des inspections périodiques sur l'état d'avancement des travaux, ceci d'ailleurs plusieurs mois avant le démarrage de la compétition. Il faut noter ici, M. Thioune, que pour prétendre organiser la Coupe d'Afrique des Nations, l'association organisatrice locale, ou en tout cas le pays hôte, doit prévoir un minimum de 6 stades de compétition pour les candidatures individuelles ou un minimum de 8 stades de compétition pour les candidatures communes, je veux dire les co-organisations. Soit donc 2 stades de compétition d'une capacité minimale de 40 000 spectateurs, un minimum de 2 stades d'une capacité minimale de 20 000 spectateurs, un minimum de 2 stades d'une capacité minimale de 40 000 spectateurs. Aussi, chaque site doit, n'est-ce pas, posséder 2 terrains d'entraînement de gazon naturel, ainsi qu'un terrain d'entraînement de réserve, de gazon naturel également, qui pourra être utilisé en cas d'urgence, n'est-ce pas? Il faut noter aussi que tous les sites hôtes doivent avoir un terrain d'entraînement additionnel pour les arbitres, n'est-ce pas? Ils doivent aussi posséder, je veux dire, les sites d'entraînement de vestiaires avec un minimum de 5 douches avec eau chaude, eau froide et tout ce qui suit. Une ambulance également médicalisée doit être disponible durant toute la période d'entraînement de chaque équipe. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire a mis sur la table un budget assez intéressant, n'est-ce pas, d'un montant de plus d'1 milliard d'euros, soit quelque chose comme 656 milliards de francs CFA, de quoi donc, à mon avis, répondre largement aux exigences du cahier de charges de la CAF, donc de la Confédération africaine de football, en termes d'infrastructures, devant donc accueillir toutes les équipes dont le nombre d'ailleurs est passé de 16 à 24, comme vous l'avez dit. Par contre, pour cette année, il faut noter que la Côte d'Ivoire, au-delà de la cérémonie d'ouverture qui a répondu plus ou moins aux attentes des spectateurs et des téléspectateurs en termes de folklore, l'absence de supporters et adeptes du football dans les tribunes a posé quelque part un certain nombre de problèmes en termes de remplissage, n'est-ce pas, des stades. La cause serait quelque part, soi-disant, d'après les informations que nous avons reçues, une défaillance, n'est-ce pas, de la billetterie qui a été mal organisée. Un problème qui a malheureusement amené la CAF à modifier l'acquisition des billets, ce qui a rendu caduc des milliers de billets qui ont été déjà potentiellement achetés dans le marché noir. Donc, pour répondre concrètement à votre question, M. Thioune, si pour la cérémonie d'ouverture, le spectacle était au rendez-vous, le problème de la billetterie a quelque part remis en cause le défi de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.
Monsieur Ben, avant de passer le témoin à Madame Deifatou Gueye, j'aimerais juste vous poser une question par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Monsieur Sonko, selon vous, au vu des matchs déjà disputés, quelles sont les équipes favorites pouvant remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Madame Fall, il faut noter que pour la petite histoire et du haut de ces 32 éditions, seuls 15 pays ont remporté cette Coupe d'Afrique des Nations de football jusque-là. Nous avons d'abord l'Égypte avec 7 titres, donc en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010. Ensuite, nous avons le Cameroun qui a remporté cette compétition africaine à 5 reprises, notamment en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Puis nous avons le Ghana qui l'a remporté 4 fois en 1963, 1965, 1978 et 1982. Ensuite vient le Nigeria qui a eu à gagner cette Coupe d'Afrique des Nations à 3 reprises, en 1994, en 2013 et en 1980. Nous avons également la Côte d'Ivoire qui a remporté la Coupe d'Afrique à 2 reprises, en 1992, c'était au Sénégal, et en 2015. Il y a ensuite la République démocratique du Congo qui l'a gagné à 2 reprises, en 1974 et en 1968. Ensuite, l'Algérie a remporté le titre de champion d'Afrique à 2 reprises, en 1990 et en 2019. C'était contre le Sénégal. Et nous avons le Sénégal qui vient derrière l'Algérie avec un seul titre remporté. C'était en 2021 au Cameroun. Ensuite, la Tunisie également, une fois en 2004. La Zambie, une fois en 2012. L'Afrique du Sud a remporté la Coupe d'Afrique une fois également en 1996. Le Maroc, malgré ses effectifs depuis toujours, malgré ses très bons joueurs, a remporté cette Coupe d'Afrique une seule fois. C'était en 1976. La République de Congo également, une fois en 72. Le Soudan en 70, une seule fois. Et en fin de compte, l'Éthiopie en 1962, une seule fois également. Et pour donc répondre concrètement à votre question, Madame Fall, et au vu des prestations, n'est-ce pas, des différentes équipes au premier tour de cette compétition, le Sénégal reste le favori pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations devant le Maroc, le Nigeria, après les phases de groupe. Nous avons des équipes donc qui sortent du lot. C'est donc le Sénégal, c'est le Maroc, c'est le Nigeria et quelque part des équipes surprises. Mais les favoris restent ces 3 équipes. Cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations a eu donc à rebattre, n'est-ce pas, les cartes de cette course au titre. L'Algérie, qui figurait parmi les favoris au sacre avant le début de cette compétition, est éliminée dès le premier tour, tout comme la Tunisie. La Côte d'Ivoire, qui, elle, est pays organisateur de la compétition, elle a quand même tremblé jusqu'au dernier moment avant de passer en 8e de finale par un trou de souris, comme on le dit. Ils doivent donc faire face au géant Sénégal ce soir. La victoire du Maroc face à la Zambie, 1-0, a permis, n'est-ce pas, de terminer parmi les meilleurs 3e, ce qui va donc les amener à disputer les 8e de finale. Alors, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria restent donc les favoris, selon les observateurs avertis, et qui peuvent donc remporter cette Coupe d'Afrique après l'élimination de l'Égypte hier. Le Sénégal, champion en titre, il faut le dire, demeure donc le principal favori à sa propre succession. Ils défieront ce soir le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui ne sera pas un match facile d'ailleurs. Malgré sa place forte dans le football africain et ses joueurs importants qui évoluent dans des clubs européens, le Sénégal n'a malheureusement remporté qu'une seule fois cette Coupe d'Afrique.
Les Sénégalais avaient donc échoué en finale en 2002, il faut le dire, en 2019 également, avant enfin de soulever le trophée au tir au but, c'était au Cameroun, pendant l'édition précédente contre l'Égypte. Pour cette énième participation donc, le Sénégal est favori incontestable pour remporter cette Coupe d'Afrique. Après le Sénégal, nous avons le Maroc qui est également parmi les favoris comme un sérieux prétendant au sacre final. Pour la première équipe africaine, donc le Maroc, en termes de classement FIFA, deuxième ou demi-finaliste, je veux dire, de la Coupe du Monde précédente au Qatar, bien qu'ayant remporté une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1976, comme on l'a dit plus haut. Le Maroc a un effectif qui est donc capable, à mon avis, de remporter cette compétition au soir du 11 février. Après le Maroc, on a le Nigeria, avec son effectif et l'un des meilleurs attaquants du monde, Victor Osimhen, est donc un favori, le Nigeria, un favori à craindre du fait de son effectif et de sa régularité dans cette compétition, Madame Fall. Chers allocuteurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours dans votre émission Approche participative présentée par Madame Fall et avec comme chroniqueur Monsieur Ben Ibrahim Sonko. Toujours en compagnie de nos co-animateurs qui sont Monsieur Thiam, Monsieur Choun et Madame Ndeifatou Gueye. Sur ce même lancé, nous allons poursuivre cette émission de ce soir en cédant le micro à Madame Gueye. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices des Moualim Info, à mes co-débatteurs. Bonsoir, Madame Fall. Bonsoir, Bekaï Thiam. Bonsoir, Monsieur Thioune. Bonsoir aussi à notre chroniqueur Ben Ibrahima Sonko. Au fait, c'est aujourd'hui ma toute première participation à cette émission Approche participative. J'ai une seule question à poser. C'est par rapport au premier tour des matchs de poule de l'équipe du Sénégal a fait une belle présentation, remportant ses trois premiers matchs. Comment voyez-vous cette équipe sénégalaise championne d'Afrique en titre? Merci. Rebonsoir Madame Gueye et au plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, si durant plusieurs années, l'équipe nationale du Sénégal balbutiait face à ses adversaires, au point de perdre bon nombre de ses rencontres, cela ne semble, à mon avis, désormais plus être le cas. À présent, les Lions du Sénégal ont appris, n'est-ce pas, à gagner en imposant leur propre rythme de jeu, sans toujours pratiquer un football clinquant, comme on le dit. Et ça, c'est à mon avis une qualité que seules les grandes nations possèdent. Il y a quelqu'un qui disait que le football est une discipline 11 contre 11 où l'Allemagne finit toujours par gagner. Donc cette assertion rappelle un tout petit peu l'attitude du Sénégal aujourd'hui. En effet, donc, durant les trois rencontres qui sont remportées dans cette phase de poule, les Lions du Sénégal n'ont pas tout le temps dominé outrageusement les débats. Mais c'était toujours suffisant, n'est-ce pas, pour plier son adversaire. Alors, cette équipe d'Aliou Cissé présente, n'est-ce pas, des atouts, n'est-ce pas, qui rassurent aujourd'hui sur plusieurs plans, à savoir sur le plan du collectif, n'est-ce pas, qui tourne assez bien, mais également sur le plan du fait que le danger peut venir de partout. Et en fin de compte, sur un banc des remplaçants assez riche et assez profond. Pour parler d'abord du collectif, qui tourne assez bien. C'est l'un donc des points les plus visibles lors de ce début de compétition. Alors la question qu'on s'était posée au départ, c'est comment vont évoluer Edouard Mendy, Kalilou Koulibaly, je veux dire, Niakate, Abou Diallo, Jacob et Crépin Diatta dans une défense presque à 3 avec des ouvertures sur les ailes. C'était une question que les gens se posaient, mais aujourd'hui nous avons trouvé une recette proposée par Aliou Cissé qui semble intéresser les furies du football et qui nous permettent, n'est-ce pas, de gagner des matchs. Au vu donc de sa complicité et de ses récentes prestations, le duo central, je veux dire Kalidou Koulibaly et Moussa Niakate, semble, n'est-ce pas, s'imposer comme un duo titulaire. Mais à côté d'eux, nous avons Abou Diallo et Abdoulaye Seck,
voire même Pape Gueye en défense centrale quelquefois, contre la Guinée par exemple, ils ont répondu présent, n'est-ce pas, dans le secteur de jeu. Ismaël Jacob, même s'il doit hausser son niveau et être beaucoup plus vigilant sur les cartons, semble montrer, n'est-ce pas, des qualités assez importantes dans certaines interventions. Tandis que Krépin Diatta est assez décisif, n'est-ce pas, sur le flanc droit, et il fait de très belles prestations. Au milieu de terrain, la jeunesse a pris le pouvoir avec l'installation de Lamine Camara, n'est-ce pas, de Pape Matar Sarr, de Pape Gueye, mais quelque part l'expérience est aussi au rendez-vous, il faut le dire. En résultent les bonnes entrées en matière de Idrissa Gana Gueye, de Nampalis, mais également de Cheikhou Kouyaté. Alors, l'autre aspect important de l'équipe du Sénégal, comme je l'ai dit, est que le danger peut venir de partout. Alors, il faut retenir ici que 3 de nos attaquants, je veux dire Ismaël Sarr, Habib Diallo et Sadio Mané, ont tous trouvé le chemin des filets. Le secteur offensif, donc, dans sa généralité, semble clairement le plus déterminant à l'issue de cette phase de groupe. À défaut d'hommes providentiels, je veux dire de tueurs, comme on le dit dans le jargon footballistique, ils sont 7 joueurs à avoir trouvé le chemin des filets et ils viennent pratiquement tous de chaque secteur du terrain. Contre la Gambie, ce sont 2 milieux de terrain qui avaient marqué. Donc, c'était Lamine Camara, et, avec un doublé d'ailleurs, et Pape Gueye. Face au Cameroun, c'est le trio offensif Sarr, Diallo et Mané, n'est-ce pas, qui avait donc trouvé le chemin des filets. Puis face à la Guinée, le défenseur central Abdoulaye Seck a montré avec sa tête, avant, n'est-ce pas, le but de Iliman Ndiaye qui est venu du banc des remplacements. Justement, par rapport à la troisième qualité de notre équipe, c'est donc la profondeur et la richesse du banc des remplaçants. Alors, l'étalage du spectre des buts du Sénégal dans cette première partie de la CAN n'est évidemment pas un hasard. Aliou Cissé donc a voulu donner du temps de jeu au maximum de joueurs, je veux dire à un maximum de joueurs. Alors il faut noter qu'il a fait tourner son effectif, c'est de manière intelligente qu'il l'a fait, et donc le constat est que seuls les gardiens Mouridia ou Alfred Gomis, le défenseur Youssouf Sabali, Abdallah Simon qui est blessé, c'est vrai, Abdoulaye Niakate Ndiaye et Bamba Dieng, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore foulé les pelouses ivoiriennes. Mais il faut également dire que le constant changement de système du sélectionneur favorise la multiplicité, n'est-ce pas, des dangers qui peuvent venir de partout. À bien des égards, cette équipe nationale du Sénégal est donc devenue une forteresse presque imprenable au vu des matchs qui se succèdent de cette CAN. Et on se dit que le rêve de conserver le titre est plus que jamais d'actualité, Madame Gueye. Merci beaucoup, Madame Gueye, pour votre pertinente question. Sans plus tarder, nous allons céder la parole à M. Thiam, qui va aborder la 5e question avec M. Sonko. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de Moualim Info. Bonsoir à mes chers co-animateurs de cette prestigieuse émission Approche participative. Je voudrais nommer Madame Ganchiri Fall, principale animatrice de l'émission, Madame Ndeifatou Gueye et M. Thioune. Bonsoir à notre fidèle et pertinent chroniqueur, M. Ibrahima Ben Sonko. Nous voilà encore réunis autour de cette table pour discuter un thème, un sujet d'actualité, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui se déroule actuellement en République de Côte d'Ivoire, avec toutes les émotions que cette prestigieuse manifestation charrie dans le cœur des Africains en général et en particulier des pays présents en terre ivoirienne. Merci Madame Gueye de m'avoir donné la parole. Et je voudrais poser ma première question à M. Sonko pour parler
principalement du Sénégal qui nous intéresse le plus, qui est d'ailleurs qualifié au second tour de cette Coupe d'Afrique. Donc, M. Sonko, au vu des prestations de l'équipe nationale et compte tenu du fait que le coach Aliou Cissé a mixé des anciens et de nouveaux joueurs dans sa sélection, ma question est la suivante. Pensez-vous réellement que les cadres de cette équipe peuvent être encore utiles pour le triomphe final? Rebonsoir, M. Cham, et merci pour votre question. Alors, à voir les joueurs sélectionnés et qui ont pour la plupart déjà foulé le terrain en Côte d'Ivoire, 9 joueurs de la Ligue 1 figurent dans cette liste, n'est-ce pas? Le Clermontois Maurice Diaw, les Monégasques Crépin Diatta et Ismaël Jacob, le Lorientais Formose Mendy, le Messin Lamine Camara, le Lensois Nampalis Mendy, ainsi que les Marseillais Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr. D'autres noms bien connus du football hexagonal sont également retenus, comme les anciens parisiens Abou Diallo et Idrissa Gana Gueye, l'ancien Strasbourgeois également Habib Diallo, Sadio Mané et bien évidemment présent dans cette sélection, Cheikhou Kouyaté également de Nottingham Forest. Au bout donc de cette sélection, le coach Aliou Cissé a sans doute opté pour un mixage, n'est-ce pas, d'anciens et de nouveaux joueurs qui arrivent dans la tanière pour la première fois. Ceci sans doute pour répondre à chaque physionomie des matchs, mais aussi pour avoir un choix et anticiper quelque part sur la relève. Alors, les cadres comme Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et autres, Edouard Mendy, dans une certaine mesure, vont sans doute rassurer sur la gestion du score, comme ce fut le cas pour les rentrées en jeu de Idrissa Gana Gueye et de Cheikhou Kouyaté en fin des 2 derniers matchs pour stabiliser, n'est-ce pas, le jeu et à chaque fois que le Sénégal mène donc au score. Si donc les anciens ont leur repère dans la tanière, on peut dire qu'Aliou Cissé a fini, n'est-ce pas, de comprendre leur utilité dans la gestion des matchs de par leur expérience et leur statut de champion d'Afrique, qui est donc utile pour conserver ce titre continental. Il faut donc dire en conclusion et pour répondre à votre question que si les jeunes joueurs peuvent aider à dominer un match, les anciens peuvent être utiles pour conserver les résultats, M. Diam. Monsieur Sonko, nous avons le président de Moualim Info, qui est Monsieur Momar Diop, qui vient de nous rejoindre aux dernières minutes, qui va clôturer avec vous sur la 6e et toute dernière question. Bonsoir, chers auditeurs de Moualim Info, bonsoir, chères auditrices. Bonsoir à notre infatigable chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko. Bonsoir à mes co-animateurs. Je vais donc devoir commencer par notre animatrice par excellence, Mme Gansiri Fall, mais aussi saluer au passage notre chroniqueur en économie, qui est M. Tchatchoun, qui est présent autour de la table. Bonsoir à Mme Daifatou Gueye pour en fait la question pertinente que vous avez eu à poser, mais aussi bonsoir à M. Bekay Thiam qui vient de me passer le témoin. Donc tout d'abord, je m'excuse d'avoir accusé un petit retard. C'est normalement ce qui a fait que je n'ai pas normalement été cité dans le début. Donc je vais passer à la toute dernière question qui sera donc une question d'actualité. Bon, du fait que l'actualité au niveau du Sénégal est toujours en fait axée sur la politique, je vais donc parler de l'enquête de la commission d'enquête parlementaire qui risque d'aboutir à des crises constitutionnelles qui peuvent décorner en fait l'honorabilité des hauts magistrats. Donc le Sénégal se trouve dans une situation confuse, dans une impasse. Donc l'étau se resserre autour des sages avec la commission d'enquête parlementaire sur des faits de corruption au Conseil constitutionnel durant le processus électoral de la présidentielle de 2024. Donc la commission, M. Sonko, se concentrera sur des allégations concernant des conflits d'intérêts et des soupçons de corruption et de collusion impliquant certains membres du Conseil constitutionnel.
Donc, la validation de cette commission d'enquête parlementaire par l'Assemblée nationale fait suite à la demande des députés libéraux qui ont obtenu le soutien de leurs collègues parlementaires et aussi des collègues parlementaires de l'APR aussi. Monsieur Sonko, je vais donc poser une série de questions. Donc, la première est de savoir si cette enquête aboutit, pensez-vous que ce sera une preuve de la vitalité de notre démocratie? Et bon, je vais ensuite passer à l'autre qui est de savoir est-ce que le Sénégal ne donc va pas s'acheminer vers une crise institutionnelle sur fond de corruption, mais aussi est-ce que le Sénégal risque, est-ce que le Conseil, autant pour moi, risque d'être dissous, mais aussi est-ce que le président de la République peut dissoudre, oui ou non, le Conseil constitutionnel? Monsieur Sonko. Rebonsoir, Monsieur Diop, et merci pour votre question. Alors, pour rappel, le Conseil constitutionnel est la plus haute juridiction constitutionnelle du Sénégal. Il a été créé le 30 mai 1992 suite à la grande réforme judiciaire qui a été opérée en cette année-là. Son rôle est donc de contrôler la constitutionnalité des lois et des règlements internationaux. Autrement dit, de voir si les lois votées à l'Assemblée nationale sont conformes à la Constitution du Sénégal, qui est donc la charte fondamentale de notre République. Il est composé de 7 membres, dont 5 qui sont nommés par le président de la République, et les 2 autres sont proposés donc par le président de l'Assemblée nationale sur une liste de 4 personnes soumises donc au président de la République. Il reçoit donc le Conseil constitutionnel, les candidatures à la présidence de la République. Il arrête donc la liste des candidats. Il statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale et proclame, n'est-ce pas, les résultats de l'élection présidentielle. Il reçoit également le serment du président de la République à l'issue de l'élection présidentielle et constate sa démission, son empêchement ou son décès, ainsi que l'empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer dans ces cas. Donc, M. Diop, si vous voulez bien, c'est une juridiction de prestige, donc le Conseil constitutionnel, un dernier rempart, comme disait l'autre, qui malheureusement est aujourd'hui décrédibilisé avec cette accusation et ces soupçons de corruption soulevés par le Parti démocratique sénégalais. À l'issue donc, je veux dire suite à l'invalidation de la candidature de leur candidat, Karim Meïssa Wade. Au-delà donc de ça, M. Diop, nous pensons que son implication, je veux dire l'implication du Conseil constitutionnel dans le processus électoral, le décrédibilise quelque part en tant que juge et arbitre devant être à équidistant au processus électoral et devant se concentrer à l'arbitrage du contentieux électoral et de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle comme le stipulent ses prérogatives quelque part. Face donc à cette accusation de soupçon de corruption de certains membres du Conseil constitutionnel, on serait tenté ici, M. Diop, de se poser la question à savoir à qui profite réellement cette saisine de l'Assemblée nationale que vous évoquez dans votre question. Et à quelle fin, n'est-ce pas, le Parlement est saisi pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire dans cette affaire. Maintenant, pour répondre concrètement à votre question, et contrairement à ce qu'une partie de votre question insinue, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pouvant aboutir à une mise en cause d'un ou de plusieurs membres du Conseil constitutionnel pourrait, à mon avis, amener la clé de voûte des institutions, à savoir le président de la République, à prendre un décret de dissolution de cette institution et pourrait, dans la foulée, remettre en cause, n'est-ce pas, le processus électoral déjà enclenché et au lieu donc de constituer un signe de vitalité de notre démocratie, donc ceci pourrait au contraire modifier le calendrier électoral pour ainsi provoquer un report de l'élection présidentielle qui s'est tenue à date échue jusque-là. Donc du haut de ces 11 élections
présidentielles qui sont organisées au Sénégal depuis 1963 jusqu'à la dernière en date, organisée en 2019, en passant par celle de 68, de 73, de 78, de 83, de 88, de 1993, de l'an 2000 et de 2007, et celle de 2012. Au-delà donc d'une crainte qu'on pourrait avoir face à ce risque de crise institutionnelle, je crois que, et ça c'est mon avis, que le génie sénégalais amènera, n'est-ce pas, sans doute, au président de la République du Sénégal, Macky Sall, de faire fi à ces tentatives politiques de chambouler l'ordre constitutionnel et le processus électoral devant nous mener vers une élection présidentielle apaisée, au lendemain de laquelle le vainqueur sera félicité par les autres candidats vaincus. C'est Diop. Fin de cette édition de ce soir, chers participants de Mouhalim Info. Tous nos remerciements à M. Ben Ibrahim Sonko, qui était notre invité de ce soir. Ce fut un réel plaisir de partager ce plateau avec vous, ainsi que nos co-animateurs, en l'occurrence M. Momar Diop, le président de Mouhalim Info, M. Bekay Cham, le directeur de la rédaction de Mouhalim Info, M. Choun, l'économiste de Mouhalim Info, et Mme Daifatou Gueye, qui est notre journaliste et sportif. Merci encore une fois, M. Ben Ibrahim Sonko, pour votre belle prestation qui va plaire à nos auditeurs à travers le Sénégal et le monde entier où nous sommes écoutés dans les 4 coins à partir de nos plateformes digitales et sites Internet. Un dernier mot pour terminer, M. Sonko? Madame Fall, c'est plutôt moi qui vous remercie pour cette invitation à l'émission Approche participative, désormais connue de vos auditeurs et auditrices, que je salue et remercie très sincèrement pour leur fidélité et leur message d'encouragement que nous recevons tous les jours. C'est aussi l'occasion pour moi, et comme toujours, de faire un clin d'œil à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International et à tous nos clients et partenaires qui nous font confiance. Un coucou à ma très chère auditrice, Madame Sané Mami Sonko, depuis Ziguinchor, c'est au Sénégal, à qui je remercie pour les encouragements. Mes félicitations à Madame Daifatou Gueye de Mouhalim Sport, Monsieur Choun, Monsieur Cham et Monsieur Momar Diop, qui vous ont accompagné dans cette émission. Merci pour leurs pertinentes questions. Bonne chance à nos Lions qui peuvent gagner à nouveau cette Coupe d'Afrique. Et pour ce faire, il faudrait gagner le pays organisateur ce soir, chose qui ne sera pas du tout facile parce que le pays organisateur, donc la Côte d'Ivoire, peut bel et bien créer la surprise en fin de match. Prudence donc à nos Lions. Je vous donne rendez-vous donc, Madame Fall, très prochainement, tout en vous remerciant encore une fois pour l'invitation à l'émission Approche participative. Bonsoir et à très bientôt. C'en est tout pour votre émission Approche participative de ce lundi 29 janvier 2024. Nos remerciements à toute l'équipe de la rédaction et merci de votre fidélité. Chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous demain à 20h30 pour l'actualité en version française tirée de Sencafé Actu. À toutes et à tous, la rédaction de Mouhalim Info vous souhaite de passer une excellente soirée de lundi en compagnie de nos programmes. C'était Gagne Trifal à la présentation. Mouhalim Info. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Mouhalim Info.